Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureuse, j'ai passé une très bonne journée à vous écouter. Donc moi, je suis immunologiste et mon intérêt pour l'environnement est extrêmement récent. Ça fait que 2 ans qu'on se pose des questions sur l'impact de l'environnement sur les maladies auto-immunes. Et pourquoi on s'y intéresse? Parce que évidemment, le système immunitaire, il est là pour interagir avec notre environnement, pour nous défendre contre les bactéries, les virus, mais également les cancers. Et donc forcément, l'endroit où on vit va avoir un impact sur ce système immunitaire. Donc je vais vous parler d'une maladie auto-immune rénale, parce que je suis néphrologue, et d'ailleurs j'ai fait un lapsus, au lieu de parler du laboratoire d'immunologie, j'ai parlé du laboratoire de néphrologie. Mais je suis bien immunologiste et je vais vous parler d'une maladie auto-immune rénale qui est vraiment un modèle auto-immun et qui peut se transcrire à toute autre maladie auto-immune dans ces mécanismes. Et donc ce qu'on a voulu étudier, c'est l'impact de l'environnement sur nos cas dans le 0,6 ou même plus large en PACA de glomérulonéphrite extramembraneuse. Donc un nom barbare pour parler d'une maladie auto-immune qui touche le rein, qui est une maladie rare, qu'1,3 cas pour 100 000 habitants, qui touche préférentiellement l'homme après 50 ans, ce qui est assez rare pour une maladie auto-immune. Mais quand on est néphrologue, c'est pas rare, c'est la première cause de syndrome néphrotique de l'adulte. Et en fait, sa physiopathologie est assez simple. Le rein, et notamment le glomérule, c'est une passoire qui retient dans le sang les protéines, les cellules, et qui laisse passer tous les déchets pour constituer l'urine primitive. C'est ce qu'on a normalement. Et puis dans cette maladie, on a des auto-anticorps qui vont reconnaître une protéine présente dans les podocytes et qui va induire une défaillance de cette membrane basale et une protéinurie. Donc c'est pour ça qu'on parle de syndrome néphrotique et que ces patients sont touchés par une protéinurie. Et puis le grand virage qu'il y a eu dans cette maladie, ça a été l'identification de ces 2 antigènes, de ces 2 cibles podocytaires, que sont PLA2R1 impliqué dans 70% des cas, et THSD7A qui a été caractérisé par notre équipe, impliqué dans 3% des cas. Cette maladie auto-immune, comme beaucoup de maladies auto-immunes, a une évolution assez atypique, assez bizarre pour les patients. C'est-à-dire qu'on a un tiers de patients qui vont guérir tout seuls une fois qu'on a fait le diagnostic sans qu'on ait rien à leur faire. Un tiers des cas qui vont garder un syndrome néphrotique persistant, et ça c'est compliqué à gérer parce qu'on les expose à de nombreuses complications, notamment les thromboses. Donc il y a un risque pour ces patients, et un tiers des cas qui vont clairement évoluer vers la dialyse, et ces patients-là vont avoir un jour recours à la greffe, et encore un tiers des patients va rechuter sur le greffon. Donc comment on peut expliquer cette évolution un tiers, un tiers, un tiers? Déjà ce qu'il y a, c'est que le titre, si on prend le tiers élevé des patients, le titre explique qu'on évolue moins bien. Un autre mécanisme que j'ai décrit au cours de ma thèse de sciences, c'est ce mécanisme d'épitope spreading, d'immunisation en cascade. C'est-à-dire qu'à l'aide d'une série de mutantes délétions, on a pris l'antigène podocytaire et à chaque fois on a enlevé un domaine en N-terminal, on a essayé de caractériser les épitopes, les domaines contre lesquels on faisait des auto-anticorps. Et on a caractérisé 3 profils de patients. Des patients qui sont immunisés contre un seul domaine, ce qu'on voit ici, ça représente un tiers des patients, et je reviens sur ce découpage en tiers. Un autre groupe de patients qui sont immunisés contre 2 domaines, ce que vous voyez là, ce qui représente 20% des patients, et le reste des patients immunisés contre 3 domaines, et là on retrouve nos 2 tiers de patients qui vont mal évoluer, et c'est ce qu'on a pu corréler avec l'évolution de nos patients. Donc c'est un outil qui permet de prédire, par cette immunisation en cascade, les patients qui vont évoluer vers la dialyse. Et c'est un mécanisme qu'on a décrit dans le temps chez des patients qu'on a suivis plusieurs années, où vous voyez un patient suivi pendant des années qui allait très bien, il s'immunise contre un autre domaine de PLA2R, là il s'aggrave et les choses deviennent plus compliquées à ce moment-là. Pareil pour ce deuxième patient. Donc on a décrit, et c'est ce qui est intéressant dans le système immunitaire, c'est que c'est un mécanisme qui s'adapte, qui évolue, et notre théorie, pour rentrer dans la maladie et pour expliquer la physiopathologie de cette maladie, c'est qu'on va faire un premier événement immunisant, on va s'immuniser contre le domaine le plus lointain, le plus exposé au système immunitaire en N-terminal, et puis au cours d'un deuxième événement immunisant, on va s'immuniser en cascade contre la même molécule, faire du spreading, et donc là on va faire des formes beaucoup plus sévères.
Et donc, une fois qu'on a décrit ça, ce qui nous a intéressé de comprendre, c'est quel est cet événement immunisant. Et c'est là que l'environnement intervient. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, d'un coup, on va se mettre à s'immuniser contre une protéine du soi? Et donc là, il faut faire un peu de théorie, mais très simple en immunologie. Comment on fait une protéine, comment on fait des auto-anticorps contre soi? Normalement, on a une tolérance immunitaire qui fait qu'on détruit tous les clones de lymphocytes B qui sont capables d'interagir contre nous, ou alors on les rend allergiques. Et qu'est-ce qui se passe dans les maladies auto-immunes pour que cette barrière soit rompue et qu'on fasse des auto-anticorps ou des clones T de lymphocytes T contre nous-mêmes? Et donc, il faut en revenir à des modèles animaux où à la souris, si on lui injecte une protéine du soi, elle ne fera pas de maladie auto-immune, elle ira très bien, elle ne fera pas d'encéphalite. Là, dans cet exemple, si on lui injecte de la myéline. Par contre, si on ajoute un adjuvant, et ce mot adjuvant, c'est le même rôle que dans les vaccins, si on booste, si on excite le système immunitaire, à ce moment-là, on va faire de l'auto-immunité. Donc c'est le rôle du vaccin quand on va induire une réponse anti-infectieuse. Et c'est le rôle, là, dans ces modèles, de cet adjuvant qui a un rôle moléculaire sur les cellules présentatrices d'antigènes qui vont exprimer des signaux de danger. Et ces signaux de danger vont permettre d'activer notre système immunitaire, de dire là, attention, c'est un vrai pathogène. C'est ce que mime cet adjuvant dans les vaccins ou dans ce modèle-là, pour qu'on fasse une vraie réponse immunitaire. Et c'est ce qui se passe dans les maladies auto-immunes. Donc le but du jeu, quand on a commencé avec mon équipe à réfléchir au rôle de l'environnement, on s'est dit qu'il faut identifier quelque chose dans notre environnement qui a ce rôle d'adjuvant et qui va faire qu'on va faire des auto-anticorps contre nous-mêmes. Et donc on a utilisé ce modèle de glomérulonéphrite extramembraneuse, qui est un modèle assez simple, et surtout parce que comme on coordonne le centre de référence, on avait des patients qui présentaient cette maladie. Un rôle important du cancer qui a été décrit dans ce case report, je passe rapidement, c'est une patiente qui fait un cancer de la vessie et une maladie auto-immune en même temps. On peut dire pas de chance, mais en fait c'est lié à la même chose. Ce qu'ont montré ces auteurs, c'est qu'au moment où elle fait son cancer, elle exprime un antigène du soi, qui est THSD7A, qui est celui qui est impliqué dans 3% des glomérulonéphrite extramembraneuses. La notion de cancer introduit un événement inflammatoire qui va activer le système immunitaire et qui va faire en fait que cette patiente, pour se défendre contre son cancer, a fabriqué des auto-anticorps contre cette protéine du soi et a fait donc cette maladie auto-immune. Donc le cancer et les maladies auto-immunes sont assez liés. Ici, c'est le cancer qui va servir d'adjuvant pour activer la réponse immunitaire. Comment on peut expliquer donc la recherche de ce fameux adjuvant ou de ce facteur de l'environnement qui va déclencher les maladies auto-immunes? Il faut reprendre les études épidémiologiques qui se sont intéressées aux incidences de ces maladies auto-immunes rénales, qui m'intéressent particulièrement, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et ce que montrent toutes ces études, quel que soit le continent où elles ont été réalisées, c'est qu'on a une diminution des glomérulonéphrite post-infectieuses au profit de formes de maladies purement auto-immunes. Donc c'est pas le trigger, c'est pas l'infection dans ce cas-là, mais c'est un autre facteur qu'il faut identifier dans notre environnement. Et ça, c'est une étude française. Donc là, la fameuse maladie auto-immune qui m'intéresse est ici. Et là, ce qu'ils ont montré, c'est qu'il n'y a pas d'augmentation d'incidence, mais une baisse chez la femme, et ils attribuent cette baisse d'incidence à une diminution de l'exposition à des solvants organiques. Pourquoi des solvants organiques? Parce que dans la même année, une étude avait montré que chez des patients qui présentaient cette pathologie, il y avait une surexposition à ces solvants organiques. Donc ça peut être une piste dans notre environnement qui sert de ce fameux déclenchant, ce fameux adjuvant, et qu'en plus de déclencher la maladie, elle l'aggrave puisque l'odd ratio ici des patients exposés à ces solvants organiques est de 5,5, donc 5 fois plus de chances de développer une insuffisance rénale chronique terminale chez ces patients. Donc à tous les moments, le système immunitaire serait boosté par ces solvants organiques. Malheureusement, cette étude, elle date de 2004. Dans l'année, il y a une étude qui a dit le contraire. Et après, les travaux sont arrêtés. On est dans des maladies rares, ça intéresse beaucoup moins de monde. Une étude qui est très intéressante, qui a montré l'intérêt de vacciner les patients. Quand il y a eu une campagne de vaccination universelle, il me semble que c'est en Corée, à Taïwan,
on a baissé l'incidence de ces maladies auto-immunes post-infectieuses qui se sont complètement arrêtées. Donc le trigger infectieux n'explique pas nos formes de maladies auto-immunes, mais il y a bien un rôle de notre environnement actuellement qui fait que ces maladies sont en augmentation. Et donc il a fallu attendre 2016 pour avoir cette étude de Chine qui a montré une augmentation de l'incidence de cette maladie en 10 ans et qui a permis de corréler parfaitement cette augmentation d'incidence sur une année de nouveaux cas en Chine. Vous avez sur le A les zones de nouveaux cas et sur le B l'exposition aux particules fines. Donc vous voyez que ça corrèle bien et que on commence à penser que justement cette pollution atmosphérique peut être ce fameux trigger qu'on recherche à l'origine de la maladie. Et quand on est exposé à des taux supérieurs à 10 microgrammes par millimètre cube, on augmente encore plus notre risque de développer la maladie sur cette population chinoise. Donc ça m'amène à vous présenter une théorie qui a été la théorie de l'hygiène que vous devez connaître, qui explique l'augmentation de l'incidence des maladies auto-immunes et allergiques dans notre environnement propre, ou le fait que notre système immunitaire n'est plus à se défendre contre des pathogènes grâce à l'émergence des antibiotiques, de la vaccination. Entre guillemets, il s'ennuie un peu et il se dévie et il fait de l'auto-immunité et de l'allergie. Donc si on veut rentrer plus dans les détails d'il s'ennuie un peu, on essaie de voir ce qui se passe dans notre système immunitaire dans nos environnements. Juste quelques rappels très rapides du fonctionnement du système immunitaire. Quand on va rencontrer un pathogène, quel que soit le pathogène, il va être capté par les cellules présentatrices de l'antigène qui vont reconnaître sur cette molécule des signaux de danger qui vont faire que la cellule présentatrice de l'antigène va exprimer ces fameux signaux de danger pour activer le lymphocyte T. Et en fonction du type de pathogène qu'elle va rencontrer, si elle rencontre un virus, elle va activer la voie TH1, qui est une voie de réponse antivirale contre un pathogène. Si elle rencontre une bactérie extracellulaire ou un parasite, elle va activer la voie TH2 avec un cortège de cytokines qui est bien différent de la voie TH1. Par contre, si elle rencontre des champignons ou d'autres bactéries, elle va activer la voie TH17 qui va lui permettre de fabriquer des anticorps et de se défendre contre ce pathogène, donc d'avoir une réponse adaptée au type de pathogène. Ce qu'on sait, c'est que dans l'asthme, il y a une exacerbation de cette voie, TH2, et dans les maladies auto-immunes, on a une exacerbation de cette voie, TH17, avec ces cytokines, essentiellement l'IL6 et l'IL17. Donc à partir du moment où on a commencé à s'intéresser à cette question de l'environnement, on s'est demandé qu'est-ce qu'il y avait dans notre environnement chez nos patients qui pouvait expliquer cette recrudescence. On avait une piste avec l'étude chinoise, on savait que le trigger infectieux était moins actuel, et on a travaillé avec des géographes pour essayer d'analyser dans notre cohorte de patients où est-ce qu'ils vivent, comment ils vivent et comment ça se passe. Et puis, comme on est immunologiste, on a ajouté le profil cytokinique de nos patients pour voir vers quelle voie ils étaient déviés. Et on a ajouté ça à un questionnaire sur leur mode de vie. Donc on a pris, donc c'est une toute petite cohorte, 44 patients, mais pour nous c'est quand même 2 ans de recrutement actif dans toute la région, de patients actifs qu'on a appariés à des donneurs sains qui vivent dans le même territoire, et on a étudié leur profil cytokinique. Donc on a analysé leur profession, leur territoire de vie et les facteurs qu'on pouvait retrouver à l'origine de la maladie. Et les géographes, on leur a donné notre base de données avec toutes les adresses. Ils ont mis ça sur une carte et ils ont commencé très rapidement à nous dire, et nous, ce qui est rigolo, c'est qu'on a fait les mêmes conclusions qu'eux, mais sur d'autres données, que 84% des patients de cette cohorte vivent plutôt en région périurbaine, avec la caractéristique d'un trafic routier important et d'une végétation autour. Et donc, on va analyser les particules fines, les pollens. Ce qu'on a aussi montré par rapport aux solvants organiques, ce que je vous disais, c'est qu'on a regardé combien de patients étaient exposés, 20% sont exposés, et ces patients exposés sont ceux qui vont développer la maladie beaucoup plus tôt que les plus de 50 ans que je vous ai décrits. Donc ensuite, on a étudié le profil cytokinique de ces patients, et qu'est-ce qu'on a pu montrer par rapport aux donneurs sains qui sont ici? On a montré que ces patients avaient un taux plus important d'IL-17 et d'IL-6, que ces patients avaient un déficit en lymphocytes T régulateurs qui sont là pour éteindre la maladie,
et un déficit sur la voie TH1, qui est la voie qui nous aide à nous défendre contre les virus. Et vous voyez qu'il y a une grande diversité dans ces patients sur leur profil TH17, sur les taux de cytokines. Donc on s'est intéressé aux patients qui avaient un taux très élevé par rapport aux patients qui avaient un taux normal. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que les patients qui avaient un taux d'IL-17 beaucoup plus important étaient plutôt des patients qui vivaient en ville plutôt qu'à la campagne, étaient plutôt des patients qui travaillaient dans un bureau plutôt qu'avoir une profession manuelle, et étaient des patients très allergiques et surtout des patients asthmatiques. Et ce qu'on a aussi vu, c'est que ces patients qui ont ce profil avec cette exacerbation de la cytokine IL-17 faisaient surtout leur maladie au moment du printemps, des pollens, au moment où on est plus allergique, ce qui va avec l'atopie qu'on retrouve ici, alors que les patients qui ont un profil IL-17 normal font plutôt leur maladie en hiver, sous l'influence de virus. Donc, on a l'impression qu'il y a deux profils différents. Un profil de patient qui vit en ville, qui travaille dans un bureau, qui est peut-être plus soumis à la pollution atmosphérique et qui déclenche sa maladie. Ce profil de cytokine inflammatoire est également associé à plus de complications thromboemboliques, c'est-à-dire qu'ils vont boucher leur vaisseau, et ça c'est assez logique dans la physiopathologie des thromboses. Donc notre hypothèse qu'on doit maintenant montrer, mais où on a quand même quelques pistes, c'est que le fait de respirer ces particules fines va servir d'adjuvant à notre système immunitaire. Si je reviens sur ma souris, c'est l'adjuvant de Freud qui va exciter, qui va induire des signaux de danger, différencier mes lymphocytes T en TH17, et comme dans le poumon, mon antigène PLA2R1 dont je vous ai parlé au début est bien présent, c'est ce qui est montré dans cette étude, et notamment chez les patients asthmatiques, il est surexprimé. Dans ce contexte inflammatoire, on a une surexpression de l'antigène, on a l'adjuvant, donc on a tout ce qu'il faut pour faire des auto-anticorps. Ces anticorps se formeraient dans le poumon et descendraient ensuite dans le rein pour être épurés, et là ils reconnaîtraient l'antigène cible dans le podocyte. Ils activent le complément, ils détruisent le podocyte et nos patients font un syndrome néphrotique. Donc voilà où on en est dans cette étude, et on a encore pas mal d'étapes à franchir. L'objectif, c'est évidemment d'aller dans le traitement de ces patients, donc l'immunothérapie. Vous savez que c'est la nouvelle révolution après les antibiotiques dans le traitement de à peu près toutes les maladies. Le but, ça va être évidemment d'inhiber le complément, la formation des auto-anticorps, mais surtout d'induire de la tolérance chez ces patients, d'induire des lymphocytes T régulateurs, et on est en train de faire des tests in vitro pour essayer de modifier la réponse TH17 vers du T régulateur chez ces patients pour réorienter notre système immunitaire vers de la tolérance, tant qu'on ne peut pas changer évidemment l'environnement qui est un autre levier. On va mener, grâce au soutien du JIRSI et du conseil départemental et sur la base de ces résultats, une enquête nationale où on va faire tous ces questionnaires, on va ajouter de l'ADN, et on va ajouter le profil cytokinique dans 5 villes qui ont un écosystème différent pour voir si on confirme ces résultats. Et je vous remercie pour votre attention.